Donc, bonjour à tous, début du chapitre 3. Donc, ce qu'on va faire au chapitre 3, on va continuer à dériver, mais on va essayer de dériver de façon beaucoup plus efficace. Donc, on avait vu dans les derniers cours, on pouvait dériver avec une limite, puis là, on était capable de trouver des pentes de tangente, ça va l'air super beau, super chouette. Le problème, c'est qu'on peut vite rester pris au niveau de la longueur des calculs. Je m'explique. Si par exemple, on essayait d'aller dériver x à la 10, donc si je faisais la définition de ma dérivée, je me ramasserais avec la limite quand h tend vers 0 de x plus h à la 10 moins x à la 10 sur h. Puis là, on serait obligé d'ouvrir une puissance 10 comme ça. Oublie ça, là, je veux dire, on peut pas ouvrir une puissance 10, c'est juste beaucoup trop long, là. Puis même, on peut même s'amuser, mettre un 100 ici, là, puis l'ouvrir à la 100. Puis là, c'est juste, je refuse, on peut pas faire ça. Puis là, on est limité, c'est pas vraiment possible d'ouvrir ça à la main. Donc, la limite devient un peu inutile. Même chose, si on continue, si on complexifie nos affaires, puis je vais avec un sinus comme ça, comment qu'on fait pour être capable de faire la limite d'un sinus? Mais on fait un peu dur. Fait que ce qu'on va faire au courant du chapitre, on va essayer de se débarrasser des limites pour dériver. On va trouver des règles de dérivation, des techniques de dérivation qui vont nous permettre de les dériver sans l'utilisation des limites. Et vous allez voir, ça va devenir extrêmement efficace et rapide de dériver. Et ça va permettre de trouver des points de tangente super rapidement. Donc allons-y. On va commencer ce qu'on va faire. On va passer sur toutes les fonctions. On va aller voir comment dériver chacune des fonctions qu'on connaît. Et les fonctions qu'on connaît, là, j'entends les puissances, x à la 2, x à la 3, mais on va aller voir comment dériver les sinus, les cosinus, les tangentes, les arctangentes, les exponentielles, les logarithmes. On va toutes passer les fonctions qu'on connaît, puis on va toutes voir comment on peut aller les dériver individuellement, puis avec ça, on va pouvoir dériver n'importe quelle fonction de la Terre. Première fonction, on va commencer avec les fonctions les plus faciles, donc la fonction constante. Donc la fonction constante c, et je vous dis ici que la dérivée de c, donc dérivée de c', est égale à 0. Donc la dérivée d'une constante, ça donne toujours 0. Démonstration. C'est pas super compliqué à réaliser. On va faire deux démonstrations. Première démonstration, une fonction constante. Disons la fonction constante 8. Alright? Donc la fonction constante 8. C'est quoi la fonction constante 8? Mais c'est une fonction qui est toujours plate de même. Puis la dérivée en n'importe quel point, si je trace ma droite tangente, ben, peu importe où je me place, ma droite tangente est toujours horizontale, puis la pente, c'est toujours 0. Donc, clairement, quand je vais dériver la fonction 8, ça va toujours me donner 0. Intuitivement, on voit bien que dériver une fonction constante, ça va toujours me donner 0. On va faire une vraie démonstration, c'est-à-dire, je vais dire que j'ai une fonction constante, qui est une lettre C, là, qui n'est pas x, qui est une constante C, puis je vais essayer d'appliquer ma définition de la dérivée à ça. Plus h moins f de x sur h. Et je vais appliquer ma définition de la dérivée, c'est-à-dire ça, à ma fonction c. Donc la limite, ça ne change pas. F de x plus h. Ici, j'ai même pas de x. Fait que toutes les x deviennent x plus h. OK. Peu importe ce que je mets, ça me donne toujours c. C'est ce que je vous dis, là, disons avec ma fonction 8, là, peu importe ce que vous mettez dedans, là, ça vous recrache toujours 8, même si vous mettez x plus h, là, fonction constante 8, peu importe ce que vous mettez dedans, ça vous recrache toujours la même maudite constante 8. Donc ici, peu importe ce que vous mettez dedans, ici, ça vous donne toujours la même maudite constante c. Puis moins f de x, ça aussi, ça vous donne toujours c. Sur h. Et ça me donne la limite quand h tend vers 0 de 0 moins divisé par h. Et qu'est-ce que ça vaut 0 divisé par h? Ça vaut 0, ça. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais là, tu es en train de diviser 0 par 0. Non. Je suis en train de diviser 0 par proche de 0. Donc, c'est pas 0 sur 0, ça. C'est 0 par proche de 0. Puis 0 par proche de 0, ça fait 0. Puis après, ma limite, quand h tend vers 0, ça me donne 0. Donc, on vient de démontrer que la dérivée d'une fonction constante, c'est toujours 0. Maintenant, pour pouvoir continuer à faire les démonstrations, je vais avoir besoin de propriétés de limites. Donc, les propriétés des limites, les voici. La limite quand x tend vers a de f de x et la limite quand x tend vers a de g de x. Donc, soit les deux limites ici, ces deux limites-là existent. Si ces deux limites-là existent, alors les 5 propriétés suivantes sont vraies.
C'est-à-dire, si j'ai la somme de deux fonctions, je peux comme distribuer ma limite si on veut. Là. Je peux faire la somme de lui puis la somme de lui et ça reste vrai. Même chose, si j'ai une différence, je peux distribuer, ça reste vrai. Si j'ai un produit, je peux le distribuer dans le... Ça, c'est weird, là. Je peux le distribuer dans le produit et ça fonctionne encore. Je peux faire la limite de lui, ça va fonctionner. Si j'ai une division, je peux envoyer ma limite en haut, ma limite en bas, à condition, bien évidemment, que mon dénominateur ne soit pas 0, là, sinon ça fait une division par 0, puis ça marche pas. Puis ici, si j'ai une constante, je peux la mettre devant ma limite. Démonstration de ça. Donc, ça s'appelle une démonstration par intimidation. Donc, ça y va comme suit. C'est vrai! Est-ce que vous êtes intimidé? Fin de la preuve. Non, mais je niaise avec ça, là. On peut pas démontrer ça. Pas avec les outils qu'on a, du moins. Faut voir quelque chose qui s'appelle la définition formelle des limites. Nous, on a vu juste une définition intuitive. C'est un peu tough quand on commence à tomber dans la formalité des limites. Donc, on laisse ça comme ça, c'est vrai. Mais grosso modo, intuitivement, là, c'est si vous avez une fonction en un point que la limite existe, puis vous avez un autre endroit que la limite existe, puis vous faites la somme des deux fonctions, ben la somme des deux, là, la limite aussi devrait exister. C'est un peu ça qui se passe ici. Là. Si vous avez une limite qui existe, puis l'autre limite qui existe, ben la somme des deux, ça devrait encore exister. Même chose pour la différence, le produit, le quotient. Il y avait un numéro dans les exercices qui ressemblait un peu à ça, qui faisait travailler avec cette intuition-là, mais intuitivement, on voit que ça marche bien, puis on va s'en servir. Donc, moi, je vais m'en servir dans les démonstrations. Vous autres, je pense pas que vous allez vous en servir nulle part dans le cahier, mais moi, j'en ai besoin pour faire les démonstrations du cours. OK, super. Ce qu'on va faire ici, on va aller calculer la dérivée de x2, x3, x4, x5. On va essayer de généraliser pour essayer de trouver une règle ici. Donc, la dérivée de x2, on la connaît déjà. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x3, c'est un peu long à calculer. Il y en a peut-être qui l'ont déjà fait dans les exercices. Mais on peut le faire à la calculatrice, ça va aller vite. C'est-à-dire, je vais les peser ici. J'ai mon symbole de dérivée ici. Puis je vais juste aller mettre dérivée de x sur x cube. That's it. Donc, ça va me donner 3x2. Ensuite, je vais aller faire la même chose pour x4, c'est-à-dire je vais aller rechercher la même affaire. Je vais changer le 3 pour un 4, mais pas de même, là. C'est-à-dire avec un chapeau. Avec un chapeau. Je suis en train de m'enfarger dans mon notation. On va recommencer. X au chapeau à la 4. Bon, ça finit même pas par marcher. 4x3. Puis je vais en faire un dernier, x5. C'est-à-dire, je vais aller rechercher mon affaire en haut. Là, je vais essayer de ne pas me foquer. Je vais mettre le 5. Ah! Ça me donne 5x4. Donc, prenez une seconde pour les regarder. Puis essayez de voir s'il y a un pattern qui se répète. Donc, on peut faire pause, là. Regardez là, genre une minute ou deux. Essayez de trouver un pattern qu'on voit sur l'augmentation des degrés. Donc, voilà, je suis sûr que vous l'avez tous fait chez vous. Le pattern, c'est quoi? L'exposant, c'était... On va prendre la souris, vous allez voir ce que je fais. Donc, l'exposant, c'était 3. Quand j'ai dérivé, la constante était 3. L'exposant, c'était 4. Quand j'ai dérivé, la constante en avant, c'était 4. Ici, l'exposant, c'était 5. Quand j'ai dérivé, l'exposant en avant, c'était 5. Donc, quand je dérive x à la n, l'exposant, il se retrouve en avant. Et quel est le nouvel exposant? Donc ici, j'étais degré 2, je suis rendu degré 1. Ici, j'étais degré 3, je suis rendu degré 2. Ici, j'étais degré 4, je suis rendu degré 3. Ici, j'étais degré 5, je suis rendu degré 4. Dans le fond, l'exposant, il a diminué de 1. Donc la façon d'écrire ça, un exposant qui a diminué de 1, ben c'est l'exposant n a diminué de 1, n-1. Et c'est ça qui va se passer quand on va dériver x à la n. Quand on va dériver x à la n, ça va donner nx n-1. J'ai pas besoin de passer dans ma limite maintenant. Là. Quand je vois la dérivée là, de x à la 1000, là, ben je sais tout de suite que ce qui va s'appliquer, si je veux dériver ça, ça va me donner 1000x à la 999. Ce qui est beaucoup plus rapide que de l'ouvrir avec une limite, entendons-nous. Démonstration. Là, c'est important que vous m'écoutiez. Fait que là, oui, toi à la maison, qui peut-être regarde la TV en même temps qu'il regarde mon cours, ou qui m'écoute à vitesse 1.5, je sais pas trop. Écoute-moi. Une démonstration, là, ce que je vais faire comme démonstration, c'est souvent beaucoup plus élevé comme niveau que ce que je peux vous demander dans un examen. Je ne vais pas vous demander une démonstration dans un examen parce que
Vous allez voir, là, elle en particulier, elle est assez difficile. Mais c'est important que vous compreniez pourquoi les choses sont vraies. Ça nous aide à comprendre la mathématique, ça nous aide à améliorer notre capacité à faire des abstractions, et c'est super important. Donc, quand je fais une démonstration, et vous écoutez une démonstration, si vous vous dites « J'aurais jamais pensé à ça », c'est pas ça que je vous demande. Ce que je vous demande, moi, c'est de suivre mes étapes. Je vais faire une étape, puis je vais donner une explication pour passer à la prochaine étape. Je vous demande de comprendre comment je fais pour passer d'une étape à l'autre. Si vous êtes capable de comprendre toutes les étapes pour passer d'une étape à l'autre, c'est ça le but que je vous demande aujourd'hui, en fait pour le reste du cours, c'est de comprendre mes démonstrations, pas forcément d'en faire, parce qu'en faire une démonstration, c'est un niveau un peu plus élevé en mathématiques. Donc ici, démonstration, on va y aller. On va faire la démonstration de la dérivée de x à la n. C'est-à-dire, dérivée de x à la n, je vais appliquer ma limite, c'est-à-dire ma définition de la dérivée. La définition de la dérivée, la limite, c'est la seule chose que je connais. Souvent, mes démonstrations vont partir de là. C'est-à-dire, je vais dériver x à la n, ça va me donner x plus h à la n. Là, je vais essayer de faire mes n comme il faut pour ne pas les mêler avec mes h. Là. Donc, n, comme ça, moins x à la n sur h. Et là, le problème ici, pour pouvoir ouvrir mon x plus h à la n, ben, je sais qu'on ne sait pas comment l'ouvrir. Donc, ce qu'on va faire ici, pour voir comment on peut ouvrir x plus h à la n, je vais en ouvrir une coupe d'un coup. Je vais ouvrir x carré, x cube, x4, x5, puis après, je vais vous montrer un petit truc pour les ouvrir, puis après, avec ça, on va généraliser. On va être capable d'ouvrir x à la n plus, x plus h à la n un petit peu, vous allez voir. Donc, si j'ouvre x plus h au carré, qu'est-ce que ça va me donner? Ça, on est habitué, probablement qu'il y en a beaucoup qui le connaissent par cœur dans le cours. Ça me donne x carré plus 2xh plus 2xh plus h carré. Si j'ouvre la même chose, mais au cube, ça va me donner x cube plus 3x carré h plus 3xh carré plus h. Même chose, x plus h à la 4, ça me donne x à la 4. Ça va me donner 4x 3h plus, ça va me donner 6x carré h carré plus 4xh plus 4xh, je sais pas, c'est pas un 4, c'est juste un x, plus 4h 3 plus h. Excusez-moi, j'ai changé de page, je t'ai rendu trop proche de mon. Mais c'est un 4 qui va au bout de ce là. Je vais le mettre ici. Bon. Je vais le mettre ici, ok, là, mais c'est un exposant en 4 ici. Là. C'est bon? Vous comprenez, je suis sûr. Donc, c'est quoi le pattern qui se dessine? Est-ce qu'il y a un pattern qui se dessine? La réponse, c'est oui. Regardez bien ça. Le pattern qui se dessine quand je vais ouvrir un x plus h à un exposant, regardez bien ça. Je pars à 4. Regardez mes x. x4, x3, x2, x. Puis là, il n'y a plus de x, c'est comme x à la 0. Fait que mes x diminuent. Puis même chose pour mes h. Ici, j'ai h, h2, h3, h4. Donc, mes h augmentent tranquillement. Puis mon premier, c'est comme si j'avais h à la 0. Donc, c'est assez clair que si j'ouvre mon x plus h à la 5, je vais commencer avec x5 plus mon x diminue de 1 l'exposant, puis mon h augmente de 1. Ainsi de suite, 3 à la 2, 2 à la 3, plus 1 à la h4. Là, je suis encore trop proche du bord. Bon, on va encore me faire fourrer. Et voilà, c'est arrivé. Je vais l'écrire en dessous comme ça. Là. Plus h5. Comme ça. La question qui réside, c'est quoi les exposants que je dois mettre ici? Pas les exposants, là, mais les coefficients, parce qu'ici j'avais 1, 4, 6, 4, 1. Je fais comment pour deviner ici les exposants? Pour deviner les exposants, je vais utiliser autre chose qui s'appelle le triangle de Pascal. C'est quoi ça, le triangle de Pascal? C'est ce que je vais vous montrer ici en bas. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 6, 4, 1. Si vous regardez, c'est les exposants
Je n'arrête pas de dire exposants. C'est les coefficients. Coefficients. C'est les coefficients de chacun de mes termes. Regardez-lui. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 4, 1. C'est pas les deux premiers, 1, 1, mais si j'avais x plus h à la 1, ben, man, ça va me faire x plus h, là, 1, 1. Puis si j'avais x plus h à la 0, ben, man, ça me donne 1. Mon coefficient, c'est 1. OK, parfait. Regardez bien. Le nombre qui est ici, c'est la somme des deux qui sont là. Donc, 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. Lui, c'est 3 plus 1, ça fait 4. Lui, ici, 3, c'est la somme des deux au-dessus. 2 plus 1, 3. 2 plus 1, 3. C'est 1 plus 1, 2. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si je veux avoir les prochains coefficients, partez avec un 1. Sommez les deux. 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. Et vous finissez avec un 1. Et c'est ça vos coefficients. Donc, 1, je ne vais pas l'écrire. 5. 10, 10. Là, c'est un 5 qui est ici. Puis on finit avec un 1. Et vous pouvez continuer comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et avec cette technique-là, c'est super rapide d'ouvrir des x plus h à la 1 puissance. Ça va être un binôme à la 1 puissance. Donc, si je l'ouvre maintenant pour à la n, qu'est-ce que je sais de x plus h à la n? Ben, mon premier terme, ça va être xn. Mon deuxième terme, ça va être x, j'ai enlevé 1 à l'exposant n-1. Hey, n-1, comme dans ce qu'on s'attend comme résultat. Ensuite, je vais avoir h. Puis après, je vais avoir tous mes autres termes, en fait, là, si vous regardez, ils vont avoir un h carré. Donc, lui, après, là, j'ai h carré, h cube, là, je suis plus capable de lire, là, mais ça, c'est une tentative de 3. Donc, h cube ici, h4, h5. Donc, tous les autres termes, après, vont avoir au moins un h carré dedans. En l'occurrence, je peux les mettre en évidence. Donc, tout le reste, là, je ne vais pas écrire le reste du polynôme, mais si je l'ouvre, tous les termes vont avoir un h carré. Je vais mettre un h carré en évidence, parce que j'ai un h carré dans tous les termes, puis ça va me donner une cochonnerie que je n'ai pas le goût d'écrire, que je vais appeler moton. Donc, un bonhomme sourire, moton, c'est une cochonnerie qui reste. J'ai pas envie de l'écrire, mais je sais que je peux sortir des h carrés parce qu'il est là dans tout le monde, puis il me reste une patente à gosse ici, là, que j'appelle moton. On va l'écrire de même. C'est bon? Puis les coefficients qui sont ici, le premier, il faut que ça soit 1. Puis le deuxième, ce qu'on peut remarquer grâce au triangle de Pascal, c'est que le deuxième coefficient, c'est toujours égal au degré du polynôme. Donc, quand le degré c'est 2, après c'est 2. Quand le degré c'est 3, c'est 3. Quand le degré c'est 4, c'est 4. Quand le degré c'est 5, c'est 5. Quand le degré c'est n, ça va être n. Regardez, on le voit bien dans le triangle de Pascal, là. 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'on va toujours plus 1, plus 1, plus 1. Le prochain, ça va être 6. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, c'est ça que je veux utiliser pour ouvrir mon x plus h à la n. C'est quand même une grosse parenthèse, là. Donc, ça va me faire la limite quand h tend vers 0. Je vais aller utiliser mon x plus h à la n. Ça va me donner x à la n plus nx n-1 h plus h2 moton moins x à la n sur h. Et là maintenant, regardez bien ça. Les x à la n se simplifient. Comme ça. Il va me rester nx n moins, mon moins 1 il est en haut, bien entendu. Moins 1h plus h2 bonhomme sourire, moton, là, sur h. Maintenant, au numérateur, je peux mettre un h en évidence. La limite quand h tend vers 0 de h n x n moins 1 plus h moton sur h. Et là, je peux simplifier mes h. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester la limite quand h tend vers 0 de nx n-1 plus h moton. Et là, je me suis débarrassé de mon méchant, je me suis débarrassé de mon h au dénominateur qui faisait ma division par 0. Parce que je ne l'ai pas vérifié au départ, là, mais les dérivés, c'est toujours des formes 0 sur 0.
Je l'avais dit dans le cours, dans un cours plus haut, chapitre 2. Maintenant que mon h est simplifié, je vais mettre mon 0 là-dedans. Ça va me donner xn moins 1 plus 0 fois moton. Puis 0 fois moton, peu importe c'est quoi le moton, il sac son camp. Puis il me reste nxn-1. C'est ça que je voulais démontrer. Ok, c'est quand même tough, là, on s'entend, là. Okay? Mais l'idée, là, c'est que je me rends compte qu'en ouvrant des puissances, mon premier terme, quand je joue mon x plus h à la n, c'est x à la n plus nxn-1 fois h. En les ouvrant, on s'en rend compte, c'est ce que j'ai expliqué ici avec mon triangle de Pascal. Puis après, tous les autres termes, ils vont avoir un h carré. Fait que quand les xn vont simplifier, puis je vais mettre un h en évidence, il va rester un h dans tous les autres termes, puis tous les autres termes vont s'en aller à 0 quand je vais prendre mes limites. Donc, c'est ça l'idée ici. Et après, il se cancelle, puis il nous reste le nxn-1, en fait, qui était juste le deuxième terme, là. Donc, qui était juste mon deuxième terme ici, qui est resté, parce que tous les autres sont partis à 0, parce qu'ils ont des h après la mise en évidence, après la simplification du h, du dénominateur. Et voilà. Donc, c'est ça que je vous avais dit. C'est tough, mais je ne vais pas demander de la faire tough de même à l'examen. Encore une fois, je ne vais pas vous demander de faire une déduction comme ça dans un examen. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Mais c'est quand même important qu'on les voie. Parfois, on va pratiquer ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire calculer la dérivée de x à la moins 1 de racine de x puis de x. Donc, on va faire les trois. Dérivée de x à la moins 1. On s'entend la démonstration que je viens de vous faire. En théorie, ça marche juste pour les exposants qui sont des entiers. Mais ce que je vous dis, moi, c'est que mon théorème, il marche quand même pour les exposants négatifs. C'est-à-dire, je mets mon moins 1 en avant, j'enlève 1 à l'exposant, donc moins 1, ça fait moins 2. Hein? Donc, ça fait moins 1 x à la moins 2. Puis, si on veut respecter les règles de simplification, il faut qu'on arrive à ça comme réponse. Racine de x, comment je fais pour gérer ça? Si je veux dériver ça, ben vous passez ça en la 1/2. Comme ça. Puis là, vous appliquez le théorème, c'est-à-dire vous mettez l'exposant en avant, puis vous enlevez 1 à l'exposant, donc 1/2 moins 1. 1/2 moins 1, ça va faire x à la moins 1/2. Je l'envoie au dénominateur parce que je ne veux pas d'exposant négatif, puis je le remets en fraction parce que je ne veux pas d'exposant fractionnaire. Encore une fois, ma démonstration, en théorie, elle ne marche pas pour les puissances à la 1/2, parce que si vous mettez des exposants fractionnaires, on ne peut pas l'ouvrir comme ça. Ce que je vous dis, moi, c'est que je vais faire une autre démonstration plus loin dans la matière. Quand on va avoir vu les logarithmes, on va pouvoir faire une démonstration qui fonctionne pour les puissances, mais il faut qu'on ait vu les dérivés des logs. C'est-à-dire, quasiment à la fin du chapitre 3, je ferai une démonstration qui est beaucoup plus simple. Et il me reste dérivé de x. Je fais comment pour dériver x? Donc, quand on dérive x, ça va me donner... Donc, je vais mettre mon 1 en avant. J'enlève 1 à l'exposant, ça va me faire 1 fois x à la 0. Puis x à la 0, ça, vous le savez que ça fait 1. Donc, il reste 1. Donc, dérivé de x, ça me donne 1. Alright? Là, si vous voulez, vous pouvez aller prendre la feuille que soit je vous ai passé à l'examen, soit que est disponible sur Léa. Je ne suis pas sûr lequel des deux je vais faire à ce moment-ci de la vidéo, mais du moins, vous allez l'avoir. Ça, c'est la feuille que je vais vous fournir à l'examen. Donc, vous allez voir, il y a énormément de techniques de dérivation à connaître. Et pour ça, je vais vous donner cette feuille-là, mais remplie, qui est la dérivée de toutes les fonctions qu'on va voir dans le cours. Donc là, nous autres, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? On a vu la dérivée d'une constante, donc d sur dx avec la notation de ici, là, avec la notation de Leibniz. Donc, dérivée d'une constante, ça, on avait vu juste plus haut, ça nous donne 0. La dérivée de d sur dx, si on vient de le faire, ça nous donne 1. Puis on a vu la dérivée de x à la n, qui est ici. Et ça, on vient de dire que ça donne nx n-1. Alright? Donc, elle, on va la remplir ensemble, puis à l'examen, je vous en donne une qui est complétée. Là, sinon, c'est pas fin d'en donner une pas complétée. Et dans le fond, pour compléter la matière, il nous reste à voir tout ça. On va voir aussi un petit peu l'autre côté, là, mais principalement, c'est ce côté-là qui est important, je vous dirais, pour l'examen. Voilà, on va revenir aux notes de cours. 24 minutes que ça dure. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux dériver 2x2? Parce que là, c'est plus juste x2, là, on se ramasse avec une maudite constante en avant. Qu'est-ce que je fais avec la constante?
Ce que j'aurais envie de faire, moi, le parallèle que je vois, c'est avec les propriétés des limites. Avec les propriétés des limites, j'avais dit, hey man, si c'est une constante, tu as le droit de la sortir de ta limite, puis de la mettre en avant. Et vu que la dérivée, c'est une limite, mon intuition de mathématicien me dit, ben, il me semble que ça serait le fun si j'avais le droit de la sortir comme ça. Il me semble que ça fit très bien là, avec ce que j'enseigne. Et la réponse est oui, ça va marcher de même. Donc, si vous avez une constante, comme ça, collée à une fonction, on peut les sortir de la dérivée comme ça. Et effectivement, c'est ça l'idée. Donc, je peux juste aller dériver la fonction et pas tenir compte de la constante. Là, si vous dites, oui, mais Oli, t'avais dit que dériver d'une constante, ça faisait 0. Oui, mais juste d'une constante. Quand vous savez juste C', ça fait 0. Mais si votre C se colle à... Donc, si votre constante se colle à une fonction, c'est pas pareil. C'est pas la fonction constante. Si votre constante se colle à une fonction, vous avez juste besoin de ne pas considérer votre constante puis de dériver votre fonction. La dérivée sinus, on ne sait pas c'est quoi, mais on peut quand même sortir le 2 de la dérivée. Démonstration. Donc, on va appliquer notre définition de la dérivée, mais à ça. Vous allez voir, ça va marcher assez vite. Donc, la limite quand h tend vers 0. Donc, je vais aller mettre x plus h là-dedans. Ça va me donner cf de x plus h moins f de x sur h. Il me manque mon c ici, parce que j'ai le c qui est là. Maintenant, puisque j'ai un c en commun au numérateur, je peux le mettre en évidence. Je vais me ramasser avec ça. Ici, sur h. Je peux peut-être aller refaire mon... c'est vraiment dégueulasse ici, là. Sincèrement, prends 5 secondes, puis refais-le. Voilà. Beaucoup mieux. Et ici, puisque j'ai une constante et ma limite, j'ai vu, je viens de vous montrer, là, je peux aller vous le remontrer encore. Par la propriété d'intimidation où je criais fort, j'ai le droit de prendre ma constante et de la mettre en avant. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Bon, c'est un peu bizarre, mais oui. Donc, je peux mettre ma constante en avant comme ça. La limite quand f de x plus h moins f de x sur h. Puis ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est juste f'. Comme ça. Donc, si je veux dériver 2x2, l'idée est simple. On met le 2 en avant. Puis dérivé de x2, on met notre 2 en avant, on enlève un exposant, ça va me donner 2x. Puis 2 fois 2 plus x, ça va me donner 4x. Tout simplement. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un moins en avant? Mais le moins, c'est comme un moins 1, en fait. Fait que vous avez le droit de mettre votre moins en avant, là, parce que c'est comme si vous aviez un moins 1. Attendez, je vais essayer comme d'aller trop vite, comme ça. Puis après, vous dérivez x12, ça va vous donner 12 en avant, vous enlevez 1 à l'exposant. 11. That's it, that's out. C'est fini. Quand même très efficace pour dériver, là, pour trouver des fonctions de temps droit de tangente. On est vraiment rendu dans l'efficacité. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec une somme? Donc, qu'est-ce qui se passe quand je veux dériver la somme ici? Voilà. Ben, selon la logique, selon ce que j'ai montré, on a vu que quand j'ai une limite sur une somme, je peux le passer de un puis sur l'autre. Et vu que la dérivée c'est une limite, il me semble que je devrais avoir le droit de faire la dérivée de un puis la dérivée de l'autre. Il me semble que j'aurais envie de faire ça de même. Là. Donc, c'est-à-dire de passer mon prime sur lui, puis après de passer mon prime sur lui. Il me semble que j'aurais envie que ça soit de même. Et ça va être effectivement comme ça. C'est-à-dire, si vous avez une somme de deux fonctions que vous voulez dériver, c'est comme dériver la première, puis après dériver la deuxième. Puis si vous avez une différence, c'est la même chose, mais avec un moins, tout simplement. Alright? Si vous voulez, on peut tout de suite aller les faire dans notre feuille qui est ici. C'est-à-dire, donc là, je l'écris avec la notation de Leibniz ici, juste pour vous habituer à la voir une fois de temps en temps. Là. Donc, ça va me donner la dérivée de f plus la dérivée de g. Même chose pour la différence. Comme ça. La dérivée de g. Ici. Puis ici, ma constante, j'ai le droit de la mettre en avant de ma dérivée. Comme ça.
Si vous voyez pourquoi je ne veux pas utiliser la notation de Leibniz, d'habitude, quand on calcule, c'est parce qu'on traîne tout le temps des d sur dx, là, puis ça finit par être lourd comme notation. C'est pour ça d'habitude que je prends des primes, là, mais je m'en sers ici, là, juste pour essayer d'alléger la notation un peu. Là. Voilà. Donc, je vais revenir dans les notes. Donc, démonstration. C'est pas si pire. Encore une fois, on va utiliser ici la définition de ma dérivée. C'est-à-dire, je vais aller mettre x plus h là-dedans, donc la limite de f de x plus h moins f de x sur h. Sauf que là, ma fonction, comme j'arrête pas d'entourer ici, c'est tout ça. Fait que dans ma dérivée, ça va devenir f de x plus h plus g de x plus h moins f de x plus g de x, comme ça, sur h. Parce que dans le fond, ma fonction, c'était ça. Ma fonction, c'était la somme des deux. Fait que je vais mettre le x plus h en premier ici, puis après moins f de x plus g de x, qui était ma fonction. Et là, pour démontrer ça, c'est juste de commencer à bouger les termes. C'est-à-dire, je vais distribuer mon moins, comme ça, puis je vais inverser les deux monsieur ici, ou les deux madame, là, je choisir, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, ça va me donner f de x plus h moins f de x, plus g de x plus h. Puis là, mon moins, c'est distribué, rappelez-vous, fait que ça fait moins g de x sur h. Fait que j'ai pas fait grand-chose, en fait, j'ai fait deux étapes en une. J'ai distribué mon moins, donc lui est rentré, puis après, j'ai inversé mes deux termes du milieu. Pas une grosse manipulation. Et là, je vais faire une passe qu'on a le droit, mais quand je le fais, vous me regardez tout avec des gros yeux, fait que je vais l'expliquer avant de le faire. Là, des gros yeux, il n'y a pas beaucoup de ce temps-ci avec ma webcam, là, mais quand même. Quand on a la chose suivante, plus 4 tiers, donc là, je suis en haut à gauche, comme vous pouvez voir. Là. Donc, quand je les somme, ça me donne 1 plus 4 sur 3. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je peux aller dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens qu'on est habitué de le faire, ou je peux revenir à l'envers si ça me tente. Là. Je peux dire que c'est 1 tiers plus 4 tiers. Là. Je veux dire, je peux aller dans l'autre sens. Et c'est ça que je vais faire ici. Ici, j'ai f de x plus h, non, moins f de x, puis j'ai g de x plus h moins g de x. Et je vais casser mes fractions, je vais aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais l'écrire sous une forme, sur une somme de deux fractions. Donc ça, c'est ma première, plus la deuxième. Effectivement, là, j'ai le même dénominateur ici, donc je pourrais passer de l'étape qui est ici puis remonter en haut. Mais là, je décide d'y aller de l'autre sens. Je décide de le casser en deux ici. On le casse en deux. Puis je me ramasse avec une somme de deux fractions, puis ma limite sur les deux. Puis là, j'ai une limite d'une somme. Qu'est-ce que j'ai vu par les propriétés où je criais tantôt? J'ai vu que quand j'ai une limite d'une sommation, je peux passer ma limite sur chacun des deux termes. Et donc, ça va me donner la limite quand h tend vers 0, f de x plus h moins f de x sur h, plus la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h. C'est quoi ça ici? C'est la dérivée de f. C'est quoi ça ici? C'est la dérivée de g. Donc, ça me donne f' plus g'. Elle était moins pire un petit peu. C'est juste de jouer avec les termes, puis on finit par s'en sortir. Ce qui fait que, quand je veux dériver 3x5 plus 12x carré, comme ça, j'ai le droit de passer mon prime sur la somme comme ça, donc dériver le premier et dériver le deuxième. Ensuite, je dérive le deuxième, ça va me donner... je suis un petit peu trop vite, je peux sortir mes constantes, donc je peux sortir mon 3 comme ça. Ici. Ensuite, je peux appliquer mes dérivés, c'est-à-dire avec mon polynôme de x à la 5, je peux mettre mon 5 en avant, enlever 1 à l'exposant. Mon x à la 2, je peux mettre le 2 en avant, puis enlever 1 à l'exposant, ça va me faire 1. Et ça va me donner
15x4 plus 24x. Alright? Là, je l'ai fait en combien d'étapes? 1, 2, 3, 4. Moi, sincèrement, là, je l'aurais fait en une étape. Lui, je serais tout de suite allé à là, d'une shot. Et c'est ce que je vais vous demander de faire éventuellement. Donc, un polynôme, là, on dérive ça d'une shot, d'un coup, là. On ne fait pas 12 étapes. Au début, quand on commence, on y va très tranquillement pour s'habituer au principe. Mais quand on catch, on prend de la vitesse pour le polynôme, là, sinon on s'en sortira pas. Bon, exercice, premier exercice, enfin. Donc, faites ça. Puis, arrêtez la vidéo, faites pause, faites ça, puis après, partez la vidéo pour voir la correction. Donc, correction. Encore une fois, je vais extrêmement... en fait, non, je vais aller un petit peu plus vite, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. 8x4 moins 9 plus e à la 2. Donc, vu que j'ai des sommes et des différences, puis ainsi de suite, je vais tout de suite aller dériver mon premier. Mon premier, je vais aller mettre mon 5 en avant. 5 fois moins 3, ça va me donner moins 15. J'enlève 1 à l'exposant, ça va me donner x à la 4. Ensuite, 8x4, mon 4, je le mets en avant. 4 fois 8, ça fait 32. Ça doit être 32, de ma date. Donc, ça me fait 32x. J'enlève 1 à l'exposant, 3. Dérivé de 9, c'est une constante. Ça fait 0. Pas obligé de l'écrire, mais je l'écris par principe. Puis dérivé de 1 à la 2, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont fait ça. Ben non! On va l'effacer. Pourquoi? Ben non. Pas une constante, il n'y a pas de x ici, là. C'est pas une variable, c'est une constante, ça. Quand je le dérive, ça fait encore 0. À la 2, là, c'est 2,718 machin, là, au carré. C'est un chiffre, ça. Quand on le dérive, ça fait 0. Il n'y a pas de x, là. C'est une constante. Donc, grosso modo, là, eux autres, là, on peut les enlever. C'est 4, dans le fond, de mettre des 0, là, des plus 0 et des moins 0, là. Donc, c'est ça, la réponse ici. Alright? Exercice, même chose. Essayez-lui. Faites pause quand vous êtes prêts, repartez là. Moi, je corrige tout de suite. Donc, si vous y allez ici, ah, mais Ali, c'est bizarre, il y a un pi. Ben non, c'est pareil. Mettez votre pi en avant, 12 pi. Enlevez 1 à l'exposant, ben, pi moins 1. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Essayez l'autre exercice. Faites pause. Quand vous êtes prêts, repartez la vidéo. Donc, comme ça ici. Donc, moi, je corrige tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ici quand j'ai 1 sur x à la 7? Le jeu, c'est monter-le au numérateur. Comme ça. En changeant le signe. Et là, après, vous pouvez dériver. Mettez votre 7 en avant. Ça va faire 5 fois moins 7, moins 35. X moins 7, moins 1, attention, ça fait moins 8. Moins 7, moins 1, ça fait moins 8. Tout simplement. Puis x2, si on est habitué, on met le 2 en avant, on enlève en exposant, ça me donne ça. Sauf que là, mon maudit exposant, il est négatif. Fait que pour les règles de simplification, on se doit de le mettre en bas. 2x. Puis là, mes fractions ne sont pas additionnées. Je suis obligé de les additionner, j'ai pas le choix. Règle de simplification. C'est-à-dire x8 pour pouvoir additionner mes fractions. Et je me ramasse avec moins 35 plus 2x à la 9 sur x8. Alright? Et là, encore une fois, la simplification des résultats, j'en ai parlé au chapitre 1, mais j'en reparle ici. À chaque fois que vous faites une dérivée, vous devez avoir la forme la plus simplifiée possible. C'est-à-dire, être écrit sur une seule fraction, avoir des exposants positifs, avoir des exposants entiers, et avoir toutes les mises en évidence simples effectuées. Donc pour ça, on va faire l'exemple qui est ici. D'ailleurs, c'est le dernier exemple du cours. Non, c'est pas le dernier exemple du cours. Je pensais que ça l'était, ça l'est pas. Donc on va faire le petit exemple qui est ici, en fait, le petit exercice. Essayez-le. Puis quand vous êtes prêts à repartir la vidéo, on va faire la correction. Donc voilà, pour le corriger, j'ai un x cube. Ici, on a une division de fonction. On n'a pas vraiment vu encore comment faire la division de fonction, mais on a moyen de la contourner. Donc, x2 plus 6x moins 1 sur x cube, je vais dériver ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon x cube en haut. Comme ça. En multipliant la moins 3, propriété des exposants. Puis après, je vais envoyer mon x moins 3 distribué comme ça. Là, si vous aviez bugué ici, et que vous ne saviez pas trop quoi faire, alors faites pause à la vidéo, puis essayez-la à partir d'ici, voir si vous êtes capable.
Sinon, continuez à écouter. Donc, je me ramasse. En envoyant mon moins x3, ça va me donner 5 x2 fois x moins 3. Donc, je peux additionner mes exposants. Ça va donner x à la moins 1. Plus 6 x fois x à la moins 3, ça va donner x à la moins 2. Puis lui, ça va me donner moins x à la moins 3. Et là, c'est important. Il y a toujours les primes qui suivent. Hein? Je n'ai pas encore dérivé. J'ai 0 dérivé ici. J'ai juste fait des manipulations algébriques. Alright? Maintenant, je vais dériver. C'est-à-dire, j'envoie mon exposant en avant. Donc, mon moins 1 ici, il va aller en avant. Donc, ça va me donner moins 5x à la moins 2. Mon moins 2 va aller en avant. Ça va me donner moins 12x à la moins 3. Et mon moins 3 va aller en avant. Ça va faire plus 3x à la moins 4. Plus 3, parce que j'avais déjà un moins. Fait que les moins se sont cancellés. Hein, pour moins ici. Là. Le moins et le moins se sont cancellés. Maintenant, je vais respecter les règles de simplification. C'est-à-dire, je vais envoyer tous mes exposants négatifs au dénominateur pour les rendre positifs. Comme ça. Et je dois tous les mettre sur x4. Ben, je pourrais les mettre, là, je pourrais faire des x4 en haut en bas, x4 en haut en bas, x2 en haut en bas, x2 en haut en bas, puis x3 en haut en bas, x3 en haut en bas, mais vous allez vous ramasser avec x à la beaucoup. Quand on peut juste clairement le mettre sur x à la 4, c'est-à-dire faire xx, puis x carré, x carré. Puis tout va être sur x4, puis tout va être beau. C'est-à-dire, ça va me donner moins 5x2, moins 12x plus 3 sur x4. Et là, c'est fini, mes règles de simplification sont respectées, mes exposants sont entiers, mes fractions sont additionnées, les exposants sont positifs, puis j'ai pas de mise en évidence simple à faire. On a terminé. Voilà. Il reste ça ici, il reste la fonction exponentielle, là. Deux petits exemples, puis c'est fini, encore 5 minutes. Là. Je sais que ça fait 41 minutes que je vous parle, mais ça achève. Donc, la dérivée de a à la x, je vais décider de la sauter, la dérivée de a à la x, parce que d'habitude, on la voit avec Maple, quand on travaille avec Maple, puis là, blablabla, on n'a pas fait Maple, fait que je vais juste pas faire la démonstration. De toute façon, on ne peut pas la faire au complet, comme vous voyez, c'est une démonstration partielle. Grosso modo, la dérivée de a à la x, c'est a à la x ln de a. Ce que je peux faire pour vous montrer, là, je peux le faire à la calculatrice. Là. Je peux vous dire la dérivée de a à la x. Donc a, chapeau, x. Regardez, a à la x ln de a. La calculatrice le fait de même. Là. Donc ça devrait être ça la réponse. Puis on escamote la démonstration pour cette année. Et là, regardez bien ça. Regardez bien ça. Dérivée de a à la x, ça va me donner e à la x ln de e. Et comme tout le monde le sait, ln de e, ça vaut 1. Donc ça me donne e à la x. Donc la dérivée de e à la x me donne e à la x. Donc e à la x, c'est la seule fonction qui est sa propre dérivée. Et ça, c'est vachement impressionnant, on va se le dire. Et c'est une des propriétés qui est très belle de la fonction exponentielle de base e, que la dérivée de e à la x, c'est encore e à la x. On vient de se donner une nouvelle fonction, donc on va aller régler ça. Donc on vient de faire la dérivée de e à la x, qui est e à la x, puis la dérivée de a à la x, qui est a à la x, ln de a. Donc voilà, c'est fait. Et ici, voilà. Donc dérivée de e à la x, on vient de l'écrire, on l'a réécrit, c'est e à la x. Maintenant, exercice, faites la dérivée de pi 3. Donc faites pause à la vidéo et recommencez. Et la vidéo quand vous êtes prête. Voici la correction. Dérivée de pi 3, ça fait 0, il n'y a pas de variable. Ouais, j'ai pas de x là-dedans. Là. C'est une constante. Puis la 3, c'est une constante. Bon, là, j'ai un vrai exemple à vous faire faire. Là. Donc, la dérivée de 7 à la x, de 25 7 à la x. C'est le même principe qui s'applique. C'est les mêmes règles de dérivation qui vont s'appliquer. C'est-à-dire, mon 25, je peux le mettre en... Je peux le sortir de ma dérivée comme ça. Et là, maintenant, j'ai laissé mon prime, comme vous pouvez voir. Là, je vais dériver, je vais enlever mon prime. Ça va me donner 7 à la x ln de 7. Et j'ai terminé. Parenthèse, je vais être aussi pointilleux avec le prime qu'avec la notation de limite. Tant que vous n'avez pas dérivé, vous gardez les primes.
Puis quand vous dérivez, vous enlevez vos primes. Pourquoi? Si vous m'écrivez ça, c'est juste faux. C'est pas vrai que x cube égale 3x2, là. C'est jamais vrai, ça, là. Mais si vous m'écrivez ça comme ça, ah, là, c'est vrai. Donc, c'est important que vous laissiez vos primes en place. Sinon, votre égalité ne peut peut-être pas être vraie. Donc, vous enlevez vos primes juste quand vous dérivez effectivement. Donc, dernier exemple, dernier exercice, en fait. Donc, faites ça. Faites pause à la vidéo, puis quand vous êtes prêts, repartez la vidéo. Voici la correction. Donc, je vais dériver cette chose-là, comme ça. J'ai pas de 3, mon cerveau va trop vite. Plus 7 à la 5x, comme ça. Donc, ce que je vais faire, lui ici, là, mon racine quatrième de x, c'est comme x à la 1 quart. Puis je vais l'envoyer au numérateur comme ça, à la moins 1 quart, pour être capable de le dériver selon ce qu'on connaît. Et je vais laisser mon prime sur lui. Puis à côté, mon 7, 5x, lui, je vais le dériver. Donc, ça va me donner 7, 5x, ln de 5. Donc, lui est dérivé à droite. J'ai enlevé le prime. Je vais mettre un fois pour dire que c'est pas 75. Là. Donc, j'ai enlevé le prime parce que lui, j'ai dérivé. Puis lui, j'ai pas encore dérivé. J'ai laissé le prime. Maintenant, je vais dériver. Je vais pouvoir enlever mon prime. Ça va me donner... Bon, 1 quart, ça vient en avant. Ça va faire 8 fois moins 1 quart. Ben, moins 2. J'enlève moins 1 à moins 1 quart, ça va me donner moins 5 quarts. Oui, hein, parce que moins 1 quart, moins 1, ça fait moins 1 quart, moins 4 quatrièmes, ce qui fait moins 5 quarts. Ouais. Si vous avez de la misère avec ça encore, là, vous avez votre bonne vieille calculatrice. Hein? Moins 1 quart, moins 1, moins 5 quarts. Ouais. Vous avez le droit de faire ça. En fait, vous ne devriez pas faire ça, mais si vous le faites, je ne peux pas le savoir à l'examen. Fait que faites donc ça si vous avez de la misère. Et il me reste à exposant négatif. Moi, j'ai pas laissé tant de place que ça. Donc, on fait ça ici. On l'envoie au dénominateur pour avoir mon exposant positif. Je vais l'écrire sous forme de racine. La racine quatrième de x à la 5 plus 7 fois 5x ln de 5. Et il me reste à faire ma racine en haut en bas. Comme ça, la racine en haut en bas. Et il va me rester moins 2 plus 7 fois 5x ln de 5 la racine. Puis là, je vais encore me faire avoir par le bord. Non. Sur la racine quatrième de 5x. Bon, voilà. Premier cours, quand même un pas pire long cours, 48 minutes. Donc voilà. Je finis mes cours comme d'habitude. N'oubliez pas de faire vos exercices. N'oubliez pas de venir me poser des questions via Team ou en classe. Ça se peut qu'on soit en zone rouge, là, je sais pas, là, la vidéo est faite avant, durant le temps qu'on est en zone orange. Là, si on est en zone rouge, venez pas me voir en classe. Ensuite, prenez rendez-vous avec moi sur Team. Allez au CAM. Si vous avez des amis là, avec qui vous aimez ça traîner, là, travaillez donc avec eux autres par Team, ça peut être cool. Là. Mais grosso modo, quand vous avez des questions, n'oubliez pas de venir me les poser, s'il vous plaît. Sinon, sur ça, je vous souhaite bonne étude et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye.